Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur. Merci. Les relations avec, entre la France et le Maroc sont excellentes, surtout dans cette maison, enfin notamment dans cette maison. Et je pense qu'un certain nombre de mes collègues, le sénateur Carucci, le collègue Christian Cambon, y veillent religieusement. Oui, moi j'avais quelques questions. Contrairement, oui, c'est à dessein. Contrairement à des relations avec d'autres pays, les relations avec le Maroc en ce qui concerne la formation des imams, leur rémunération et l'intervention financière du Royaume du Maroc sont claires. Elles font l'objet de conventions. Mais vous voyez bien dans quel état d'esprit se passe cette commission et combien il est difficile aujourd'hui d'essayer de comprendre comment fonctionne la communauté. Votre collègue turc vous a précédé aujourd'hui. Moi, j'aurais plusieurs questions. Donc, vous nous avez donné les chiffres d'intervention financière, c'est important. J'aimerais votre sentiment sur les questions de certification halal notamment, puisque vous avez des liens particuliers avec la mairie d'Evry, pardon, pas la mairie, avec la mosquée d'Evry, et qui est une des 3 mosquées habilitées pour la labellisation halal. Or, il semblerait qu'il y ait quelques difficultés. Est-ce que vous pourriez nous dire si, à votre niveau, vous êtes informé? Et la deuxième chose, c'est les relations entre ces imams et votre ambassade. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est la coordination entre l'ambassade, finalement, l'État marocain, et puis ces imams une fois qu'ils sont délégués en France, puisque le clergé n'étant pas hiérarchisé, à la différence de celui du Maroc, est-ce qu'ils réfèrent de leurs activités? Est-ce que vous avez contrôle est un mot sûrement un peu fort. Est-ce que vous avez un regard sur leur activité et est-ce que vous avez un retour en cas de difficulté? Je m'explique. Est-ce que dans le cadre de leurs activités, s'ils notent, par exemple, des activités qui leur semblent peut-être extrémistes, s'il y a des difficultés de fonctionnement, des difficultés de financement, des croisements de financement, à qui est-ce que ces imams marocains en réfèrent? Voilà. Est-ce que vous avez un rapport de leur activité? Parce que finalement, vous avez la lourde responsabilité de la totalité de la filière. Vous les formez, vous les validez. Au terme d'une convention, vous les envoyez en France. Ils sont parfaitement formés, ils parlent français, etc. Voilà. Donc ensuite, comment est-ce que techniquement ça fonctionne? Voilà. Merci de vos réponses. Peut-être qu'une première réponse à Madame Goulet, et ensuite je demanderai aux collègues qui le souhaitent de s'exprimer. Alors, sur la certification halal, nous n'avons pas, en tant que Maroc aujourd'hui, de mécanisme de certification halal mis en place en tant qu'État. Au Maroc même, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en cours, en liaison avec la question s'est posée pas tellement pour le champ alimentaire, puisque tout le champ alimentaire est censé plutôt être dans une approche plutôt halal entre guillemets, parce que encore ces termes recoupent des notions et des concepts parfois très différents en fonction des écoles et en fonction des approches. Cette certification halal aujourd'hui se posait au Maroc plus pour le champ du financement. Ce qu'on appelle le financement, au Maroc on ne l'appelle pas financement islamique, mais plutôt financement alternatif. Et aujourd'hui, des mécanismes sont en train de se mettre en place dans le cadre d'une loi spécifique pour bien déterminer quels sont ces mécanismes de certification et d'agrément de manière à pouvoir en déterminer les contours et de manière à pouvoir les organiser de manière tout à fait transparente et tout à fait ouverte.
Et donc, par rapport à cela, nous n'avons aujourd'hui, par rapport à ces certifications qui se sont mises en place en France, nous n'avons pas d'intervention directe, ni aujourd'hui de doctrine qui affichée ou qui se décline en France. Ça relève plus aujourd'hui de l'organisation française qui a octroyé à certaines mosquées ce droit de certifier halal dans un cadre, à ma connaissance, n'est pas totalement réglementé ou sur lequel qui est déjà très structuré. Sur la relation entre les imams et l'ambassade, alors à vrai dire, nous n'en avons pas directement. D'abord, deux choses différentes. Les 30 imams sont affectés déjà depuis un certain nombre d'années et ils agissent, ils sont le Maroc. Leur affectation se fait à travers une association qui est de droit français. L'accord qui régit ces imams, c'est un accord entre le ministère des Habous et cette association. Ensuite, cette association est chargée du suivi de la rémunération. C'est elle qui verse la rémunération mensuelle de ces imams. Et elle est chargée de leur suivi avec les mosquées qui les accueillent. Nous n'avons pas, il est convenu d'ailleurs avec la France, avec les départements en charge de ces questions en France, de réaliser une évaluation régulière de ces imams au niveau que ce soit du discours prôné ou que ce soit aussi de leur comportement, puisqu'il est important qu'ils s'inscrivent dans les règles et dans les lois de la République et que cette évaluation puisse permettre d'en tirer des conséquences pour le renouvellement ou le non-renouvellement de leur séjour et de leur agrément pour pouvoir exercer en France. Sur l'autre registre aujourd'hui de formation des imams, le Maroc intervient à la demande de la France. Je crois qu'on est dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on est dans cette phase où le Maroc assure une prestation de formation. Là, il s'assure par différents mécanismes que les candidats à cette formation présentent, je dirais, les prérequis pour pouvoir suivre cette formation. Il ne garantit pas l'emploi ultérieur de ces imams. C'est à travers les mosquées qui les proposent ou à travers qui doivent en assurer la charge. Donc le lien avec là on est sur des personnes, des Français, des citoyens français qui viennent compléter leur formation ou avoir une formation de base pour pouvoir revenir en France, exercer au sein de mosquées ou peut-être ultérieurement voir des possibilités peut-être d'accéder à des postes d'aumônier ou des postes plus structurés. Ce qui est important de voir, c'est que là aussi, cette formation, et peut-être vous aurez l'occasion de le voir sur place, il est prévu qu'un certain nombre de modules de formation soient réservés dans le cadre d'une coopération avec les pays dont les étudiants sont citoyens, soit réservé à la présentation des institutions de chaque pays, de manière à adapter aussi la formation à la réalité de chaque pays, puisque, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a des imams étudiants qui proviennent de différentes origines, et la réalité et le contexte dans lequel ils auront à exercer en revenant chez eux est un contexte totalement différent.
voilà, donc on est dans cette démarche-là où ce que nous garantissons, c'est que cet enseignement d'islam est un enseignement d'un islam ouvert, d'un islam tolérant, d'un islam qui correspond à nos traditions, qui aujourd'hui aujourd'hui a pour référent une institution qui est la commanderie des croyants avec Sa Majesté le Roi, et qui donc s'inscrit, n'est pas dans une démarche simplement de politique publique. Il s'inscrit dans une démarche qui est dans la durée et dans la continuité à travers le temps. Et je crois que c'est cette particularité, c'est ce que garantit aujourd'hui le Maroc au niveau de cette formation et à travers l'action qu'il mène dans ces domaines en coopération avec les départements français concernés, les ministères français concernés. Merci. L'ambassadeur, plus longtemps, non, je citais les amis notoires, monsieur l'ambassadeur, que le Maroc avait dans cette maison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls, loin de là. Je ne voulais pas que ce soit mal interprété. Non, je voulais simplement faire un commentaire. Je pense que cette audition est importante et Roger Carucci d'ailleurs dit très bien, c'est un modèle de coopération, mais je pense que ça vient aussi non seulement de la sagesse et de l'organisation marocaine, mais aussi de l'ancienneté de la communauté des musulmans français ou d'origine marocaine et de leur implantation en France. Et ça compte aussi dans l'organisation. Il y a aussi cette très longue tradition de coopération qui n'existe pas avec toutes les autres communautés qui sont en France. Donc je crois que l'instance de dialogue qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur, auquel nous avons eu la présidente et moi-même l'honneur d'assister lundi, nous semblait aller quand même dans le bon sens. Cette instance de dialogue a montré qu'il y avait d'abord une vraie volonté de travailler dans le sens d'une organisation compatible avec la République et ses valeurs, ce dont nous sommes absolument convaincus ici. Donc je vous remercie beaucoup, c'était simplement une observation. Monsieur l'ambassadeur, à mon tour de vous remercier pour votre présence, et vous êtes rendu disponible pour contribuer donc à notre réflexion, enrichir notre réflexion dans le cadre de notre mission d'information. Merci encore de nous avoir rejoints pour une partie de l'après-midi. Merci Madame la Présidente et merci à Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous avons, à titre simplement d'information, il y a une conférence débat qui est organisée avec l'Académie diplomatique internationale le 29 mars prochain. Des invitations vous parviendront sur le sujet de l'islam contre le radicalisme à travers l'expérience marocaine et avec un panel de chercheurs français, marocains, qui justement aborde ces questions-là, et je pense que ça peut être peut-être d'intérêt pour mesdames et messieurs les sénateurs qui souhaiteraient y assister, seraient les bienvenus, bien sûr. Merci. Merci.